Alors, c'est un événement que notre fédération organise. Alors, c'est une grande première, hein, totalement distancielle. C'est dans le cadre de la semaine de la laïcité et plus particulièrement du 9 décembre. Pour en débattre, quatre invités que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Alors, Marion Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de la France contemporaine, maîtresse de conférences à l'Université d'Avignon. Merci d'être parmi nous. Oui, j'en suis moi aussi tout à fait ravie. Nicolas Cadenne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Jean-Paul Delahaye, vous êtes administrateur délégué à la laïcité à la Ligue de l'enseignement. Merci beaucoup pour votre présence. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci pour votre invitation. Et donc, Yanis Roder, qui vient tout juste d'arriver. Et, merci à vous. Merci à vous, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et vous êtes également membre du Conseil des sages de la laïcité. Oui, c'est cela. Alors, la thématique de ce soir est la laïcité à l'école. Nous aborderons ensemble donc ces enjeux, ces perspectives, dans un contexte profondément marqué par le terrible assassinat le 16 octobre dernier de notre collègue Samuel Paty par un islamiste radical devant le collège où il enseignait l'histoire-géographie parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet dans l'une de ses classes où il étudiait avec ses élèves la liberté d'expression. Alors, bien évidemment, la laïcité est au cœur de nos préoccupations. Et pour commencer cette première question à vous, Jean-Paul Delahaye, pour commencer, pourquoi, d'après vous, cette journée du 9 décembre, journée de la laïcité à l'école, est importante pour faire vivre la laïcité dans les établissements scolaires et d'autant plus dans la situation actuelle ? Je crois que la date du 9 décembre est bien entendu une date essentielle dans l'histoire de notre République laïque et on a besoin de repères pour faire vivre la laïcité. Je reprends votre expression. On a tous été bouleversés par la mort de notre collègue Samuel Paty, victime d'une barbarie qu'il faut bien appeler islamo-fasciste. C'est comme ça qu'il faut, je crois, caractériser les choses. Notre collègue faisait un travail fondamental de transmission de cette valeur essentielle à notre vivre ensemble, proclamée le 9 décembre 1905, qui est la liberté de conscience et avec ce qui va avec, la liberté de penser, la liberté d'expression. Et donc, oui, le 9 décembre, c'est l'occasion, c'est un repère, c'est aussi une occasion de parler, de faire partager, de faire vivre la laïcité. Parce que je crois qu'il est important de rappeler que les élèves doivent être en activité pour faire vivre la laïcité. Parce que la tentation existe parfois, par exemple, d'utiliser les articles de la charte de la laïcité, qui est un outil que je connais bien pour avoir contribué à l'écrire sous l'autorité de Vincent Payon, d'utiliser ces articles de charte comme autant de proclamations à accepter sans discussion chaque fois que la laïcité peut être contestée, par exemple. La laïcité ne s'enseigne pas comme un catéchisme. Et encore une fois, une occasion comme celle du 9 décembre, avec une quantité d'actions, d'initiatives qui se développent partout, c'est justement une façon de dire, oui, ce n'est pas un catéchisme, il serait d'ailleurs pour le moins paradoxal qu'une liberté, parce que la laïcité, c'est d'abord une liberté, que cette liberté s'enseigne au moyen d'un discours uniquement descendant. La laïcité s'enseigne, certes, et moi j'étais professeur et j'ai enseigné, bien sûr, mais ça s'enseigne, certes, mais ça se pratique autant que ça s'enseigne. Je pense que tous les enseignants le savent, ça. En réalité, dans nos établissements scolaires, à l'occasion du 9 décembre, comme à l'occasion de quantité d'autres dates dans l'année, les élèves vivent en permanence au sein des établissements des situations mettant en jeu, par exemple, leur liberté d'action, vivent en permanence des situations qui permettent d'élucider la difficulté et les enjeux de leur relation aux autres, des situations d'enseignement qui permettent, par exemple, de distinguer savoir et croyance. Je vais arrêter là ma liste, mais je crois que tout le monde comprend bien ce que je veux dire. Et donc, inscrite dans le quotidien de la vie de l'établissement, la laïcité apparaît alors non pas comme un concept hors sol, mais bien comme un outil pratique et donc utile pour faire l'apprentissage de la citoyenneté,
pour apaiser les tensions quand elles peuvent exister, et au-delà, pour conduire chacun à réfléchir sur l'usage qu'il fait de sa propre liberté. Et donc, c'est tout ça que ce repère du 9 décembre permet. Bien entendu, les enseignants ne parlent pas de laïcité que le 9 décembre. Merci Jean-Paul. Alors oui, justement, la laïcité, ça s'enseigne, hein, comme vous dites. Alors je vais me tourner vers vous, Yanis Roder. Vous avez écrit sur vos pratiques de classe, vous enseignez l'histoire-géographie, mais pouvez-vous nous dire comment justement vous inscrivez cette journée dans votre pratique pédagogique? Et moi, je serais tenté de dire que moi, j'ai toujours eu un petit souci avec le fait de marquer l'enseignement par des journées particulières, etc. Ceci dit, cette journée est très importante et il faut rappeler l'histoire de, de cette loi de 1905. Il faut en parler avec les élèves. Mais comme le disait Jean-Paul Delahaye, que je salue, la laïcité, si vous voulez, c'est quelque chose qui se vit au quotidien et qui je dirais, qui s'incarne dans les enseignements au quotidien. Et je crois qu'un de nos enjeux aujourd'hui, c'est vraiment que le discours soit très clair sur ce que nous faisons au quotidien dans l'enseignement. C'est-à-dire que notre enseignement se base sur ce qui est scientifiquement vérifiable, démontrable. Il fait appel à la raison. Et Jean-Paul Delahaye expliquait la différence entre l'importance de la différence entre savoir et croire. Et je crois qu'il y a matière à rappeler régulièrement dans nos enseignements que nous faisons, nous portons une parole scientifique. Et que ce qui relève des croyances n'est pas à évacuer, ce n'est pas la question, mais il faut le laisser au niveau des croyances. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'école de faire état des croyances dans les enseignements, ou plutôt de mettre sur un pied d'égalité les croyances dans l'enseignement avec l'enseignement scientifique que nous faisons. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, il faut enseigner la laïcité, d'où elle vient, et une mise en perspective historique me semble fondamentale. Pourquoi la France est-elle laïque? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les enseignements que nous faisons, nous répondons et nous apportons des réponses aux élèves là-dessus? Est-ce que dans nos enseignements, nous avons la place, nous avons le temps de parler de la naissance de l'état civil? Est-ce que nous avons le temps de parler de l'émancipation des Juifs? Est-ce que nous avons le temps de parler de la constitution civile du clergé et de tout cela? Écoutez, au regard de ce qu'il est possible de faire en classe, malheureusement, je ne crois pas. Et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que c'est bien de dire le 9 décembre, il faut faire quelque chose sur la laïcité. Mais il faut inscrire la laïcité dans un enseignement qui permette une mise en perspective, de manière à faire comprendre pourquoi aujourd'hui la France est un pays laïque, d'où vient cette laïcité et comment elle s'incarne au quotidien, comment elle se vit au quotidien par tous les enseignants dans ce qu'ils transmettent aux élèves. Voilà ce qui me semble fondamental. Merci Yanis Roder. Nicolas Cadenne, qu'en est-il justement pour l'Observatoire de la laïcité de cette journée du 9 décembre? Quelles actions mène l'Observatoire de la laïcité? Alors, c'est l'Observatoire de la laïcité qui, à l'origine, avait souhaité l'instauration officielle, si je puis dire, de cette journée nationale de la laïcité le 9 décembre, même si effectivement, une date en tant que telle, comme le disait Yanis Roder, ne suffit pas. Mais il a souhaité pour qu'effectivement, autour de cette date, puisse être mise en place tout un tas d'initiatives dans les établissements scolaires, dans les écoles, pour que tous les élèves puissent mieux se saisir de la laïcité. Parce que finalement, il est toujours important d'expliquer ce que c'est, puisque en ce domaine, chacun a tendance à identifier sa propre vision subjective à ce que la laïcité devrait être dans l'absolu. Il y a tout un tas d'interprétations et il est important de s'en saisir très concrètement par du débat, par de la création, par des jeux de rôle, par des échanges entre élèves avec les enseignants. Il faut du concret. Il faut du concret, comme l'a dit Jean-Paul Delahaye et Yanis Roder. La laïcité, elle se vit au quotidien. C'est quelque chose qui se pratique sur le terrain. Et les enseignants sont des praticiens de la laïcité. Et cette journée, c'est aussi une occasion pour en rappeler les fondements et puis, bien sûr, son histoire de façon vivante, d'autant que c'est une histoire qui continue. Et alors, l'Observatoire, outre l'instauration de cette journée, a aussi instauré un prix de la laïcité de la République française qui, le 9 décembre, est remis
à des acteurs de terrain et notamment des enseignants, des classes, des élèves qui ont porté un projet qui permet aux élèves de mieux saisir ce qu'est la laïcité dans sa complexité, mais aussi dans ce que c'est très concrètement au quotidien pour eux en tant qu'élèves. Qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce que ça leur permet, quelle liberté, quelles sont les limites aussi qui leur sont posées par ce principe fondamental de la République. Donc, c'est quelque chose à faire vivre au quotidien, peut-être davantage dans cette période, parce qu'effectivement, les enseignants, on leur demande tout, ils ne peuvent pas tout le temps le faire, mais en tout cas, là, c'est une date clé et le faire à cette période permet justement de rappeler l'histoire de cette date, d'où elle vient et d'où vient notre laïcité. Alors justement, pour revenir sur l'histoire, Marion Fontaine, vous êtes également enseignante, spécialiste de Jaurès. Jean Jaurès, dont on a lu la lettre aux instituteurs et aux institutrices lors de l'hommage à Samuel Paty. Alors, pourquoi a-t-on associé Jaurès à la laïcité? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, revenir sur les liens entre Jaurès, la laïcité et l'école, Marion Fontaine? Alors, ce lien, il s'est évidemment construit tout au long du parcours de Jaurès. Nous échangions un petit peu à part avant le début de ce webinaire. Le risque, évidemment, aujourd'hui, avec la figure de Jaurès, c'est que Jaurès est tellement panthéonisé, statufié, qu'on en vient à oublier toute la complexité. La complexité historique de quelqu'un qui fut à la fois un grand républicain, un grand penseur socialiste, un grand politique aussi. Et je pense que c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut avoir en tête pour comprendre la relation qui s'est forgée et le fait qu'aujourd'hui Jaurès soit considéré un petit peu comme cette espèce d'incarnation de la pensée de la laïcité et de la pensée plus généralement de l'école républicaine. Alors, Jaurès se l'est forgé en tant que jeune député républicain, ce qu'il a été d'abord, il fut le plus jeune député de France et d'abord s'est engagé dans la politique à un moment où défendre la République était encore loin d'être évident, à un moment où la République était encore un combat face à des forces monarchistes, cléricales, etc., qui entendaient l'abattre, et un combat dans l'école républicaine, l'école laïque, tout juste née quand Jaurès rentre, enfin tout juste consolidée quand Jaurès rentre en politique au milieu des années 1880, dont l'école républicaine est l'un des lieux fondamentaux. Donc Jaurès s'est d'abord intéressé à l'école par effectivement ce souci de défense d'une république et d'un projet républicain. À ce moment-là encore très fragile et très contesté. Jaurès s'est aussi intéressé, je pense, il faut y insister, en tant que socialiste, en tant qu'homme politique ancré dans la réalité de son temps, s'est aussi intéressé à la laïcité, on pourrait dire plus largement, aux questions d'éducation, aux questions de manière d'enseigner, aux questions aussi qu'il s'est déjà posées sur la manière dont l'école républicaine peut faire droit à la diversité des cultures sociales, des cultures régionales, etc. Jaurès s'y est intéressé parce qu'il a un compagnonnage de longue date avec les instituteurs. À partir du début du XXe siècle, il écrit très régulièrement dans ce qui est alors la grande revue des instituteurs et des institutrices, la revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur. Donc cet intérêt pour l'école, chez Jaurès, il s'est forgé aussi. Et je pense que c'est quelque chose d'important à un moment où quelquefois les discours moins médiatiques sur la laïcité peuvent sembler assez déconnectés des pratiques. Jaurès se l'est forgé dans une intervention, dans une discussion avec les instituteurs et les institutrices au plus près de leur pratique, extrêmement intense et extrêmement important. Jaurès, la pensée de Jaurès sur la laïcité, s'est forgée aussi autour d'un certain nombre de discours. Alors on connaît les classiques, donc Jaurès écrit beaucoup, donc Jaurès a fait un certain nombre de discours de distribution des prix, discours à Castres en 1904, discours à la jeunesse d'Albi en 1903, où il a considérablement exprimé ce qu'il voulait dire de la République et de la laïcité. Jaurès, c'est aussi un fait moins connu, mais j'aurai l'occasion
l'occasion d'y revenir, a été aussi l'un des grands artisans de la définition, non pas de la laïcité en général, mais donc de la loi qui lui donne son cadre institutionnel, la loi de séparation des églises et de l'État, dont il fut, avec son rapporteur Aristide Briand, l'un des grands artisans, l'un des grands défenseurs dans une vision sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Et enfin, Jaurès, dans les dernières années de sa vie notamment, s'est attelé à essayer de donner tout le sens et toute la dynamique de la laïcité. C'est le sens notamment de son grand discours de 1910 pour la laïque. Donc l'intérêt de Jaurès pour l'école et pour la République, c'est pas juste un intérêt pour rappeler ou asséner les valeurs républicaines. J'étais très sensible à ce que disait Monsieur Delahaye, ce qui correspond très bien à ce que disait Jaurès, qui disait que la République n'est pas un dogme et que la laïcité n'est pas non plus. C'est-à-dire que Jaurès était sensible à quelque chose dans la République qui n'était pas un dogme, mais un projet et une dynamique. C'est cela qu'il s'est efforcé de porter, et de porter, j'y reviens, auprès d'acteurs très concrets. D'y porter aussi, je pense que c'est important, à un moment, on a quelquefois tendance à essentialiser ou couper le combat ou la discussion laïque d'autres projets. Pour Jaurès, cet engagement laïque, qui est pour lui l'une des dynamiques majeures de la République, n'est pas séparable d'autres dynamiques majeures de la République. Je cite simplement la manière dont il termine son grand discours pour la laïque en 1910. Laïcité de l'enseignement, progrès social, ce sont deux formules indivisibles. Nous n'oublierons ni l'une ni l'autre, et en républicain socialiste, nous lutterons pour toutes les deux. Ce qui est bien une manière de dire chez Jaurès que on ne combat pas pour la laïcité, pour le plaisir de combattre pour la laïcité, qu'elle doit être inscrite dans un projet d'intégration et d'émancipation républicaine, qui pour Jaurès s'appelle le socialisme, et que c'est seulement dans cette dynamique que la laïcité a un sens. Et qu'on peut réduire le combat laïque n'a pas et ne peut pas être l'alpha et là du combat politique, ni même du combat républicain. Merci beaucoup Marion. Alors justement, dans cette dynamique de combat inscrit dans un projet pour la laïcité, alors Nicolas Cadenne, vous venez de publier « En finir avec les idées fausses sur la laïcité », édité en partenariat avec Solidarité laïque, dont nous sommes membres, et la Ligue de l'enseignement. Quelle est l'importance de l'histoire justement pour combattre les idées reçues et faire vivre ce principe de la laïcité à l'école, Nicolas Cadenne? Oui, Yannis Schroeder en disait un mot, l'histoire elle est absolument essentielle à la bonne compréhension de la laïcité. Par exemple, comment concevoir sérieusement la laïcité comme un principe qui se poserait contre les religions, qui serait anti-religieux, quand on sait d'où elle vient, quand on sait qu'elle a commencé à être pensée pour garantir la paix civile et la concorde dans un pays qui a connu des guerres de religion et des persécutions, puis des discriminations à l'encontre de personnes en raison de leur appartenance religieuse ou convictionnelle. On pense bien sûr aux protestants, aux juifs, aux libres penseurs, etc. Ça, c'est une idée fausse assez courante qu'il faut déjà démonter par l'histoire. De même qu'il faut la démonter en rappelant que l'instauration des lois laïques, bien sûr, a été un certain combat contre des résistances fortes, et notamment de l'Église catholique, mais en même temps, elle n'a pas été un combat contre les croyants en tant que tels, contre des institutions, contre l'institution de l'Église, mais pas contre des croyants. Et par exemple, quand on affirme parfois que la laïcisation de l'école menée par Ferry et Buisson a été ouvertement anti-religieuse dans les années 1880, c'est faux. Alors, cette idée, elle a émergé parce qu'on se souvient du rôle important des hussards noirs, bien sûr, qui ont repris en main l'enseignement qui était jusqu'alors prioritairement délivré par l'Église catholique et par ses congrégations. Mais cette laïcisation ne s'est pas faite de façon brutale comme on le pense. On confond souvent avec l'expulsion des congrégations de Combes, mais Combes, ce n'est pas Briand, c'est d'ailleurs pas sa conception qui l'a emporté. Et elle ne s'est pas faite non plus contre les croyants. Par exemple, on se souvient peut-être que la loi de 1882, Ferry, prévoyait, aujourd'hui c'est inconcevable bien sûr, et ça n'a plus de sens, mais c'était dans cette période de transition, prévoyait que le jeudi puis le mercredi, les élèves n'aillent pas en classe pour faciliter la fréquentation du catéchisme pour ceux qui le souhaitaient. Ça, c'est un truc qu'on oublie. Il y avait même des écoles qui faisaient quand même cours le jeudi, voire même le dimanche matin,
un peu avec un certain degré de provocation. Et du coup, il y avait un rappel à la loi qui était effectué à leur direction. On peut aussi rappeler que la circulaire de Buisson de 82, qui concernait les crucifix dans les salles, puisqu'il y en avait partout, demandait au préfet une appréciation au cas par cas. Et donc, en gros, évidemment qu'il s'agissait de les enlever à terme. Il ne devait y avoir plus aucun signe religieux, puisqu'on était maintenant dans l'école publique et laïque. Mais il avait laissé un certain temps pour que ça se fasse. Et on se souvient que dans le nord de la France, où s'était installé énormément une population qui venait du nord, qui était flamande, qui était très catholique, eh bien, ces crucifix sont restés très longtemps, en fait, dans ces salles de classe, pour éviter des débordements excessifs. Et Ferry justifier ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme des accommodements à cette période de transition en disant que la loi de la laïcité n'était pas une loi de combat, mais une grande loi destinée à vivre avec le pays, à entrer dans ses mœurs et à faire partie de son patrimoine. Et d'ailleurs, là-dessus, au final, je crois qu'il a réussi parce que l'objectif, c'était d'instaurer bien sûr la laïcité, mais en rassemblant le plus grand nombre, notamment de parents d'élèves, du coup en isolant celles et ceux qui s'y opposaient par principe. Et je pense que c'était assez malin. Merci Jean-Paul Delahaye. Comment la Ligue de l'enseignement s'est emparée de ce principe pour le faire vivre en milieu scolaire et plus généralement dans l'éducation populaire? La Ligue de l'enseignement s'est d'autant plus emparée du principe de laïcité qu'elle en est très largement à l'origine. La Ligue de l'enseignement, elle est née en 1866, il y a 154 ans. Elle est née d'un projet porté par Jean Massé et d'un petit groupe de citoyens autour de lui, le projet d'une instruction gratuite, laïque et obligatoire. Et à force de pétitions, d'actions militantes des cercles locaux de la Ligue de l'enseignement, eh bien la Ligue, de la fin du Second Empire au début de la Troisième République, elle a mobilisé, elle a préparé l'opinion publique à l'œuvre législative de Jules Ferry, puis de René Goblet. Et donc la Ligue de l'enseignement, elle a pesé pour que la République naissante commence par le commencement. Et ce que je veux dire, commencer par le commencement, c'est commencer par séparer les églises et l'école. C'est par ça qu'on a commencé. Et en 1880-82, il faut s'en souvenir, la République est très fragile, on vote tous les 4 ans à l'époque, on n'est pas sûr que la majorité républicaine en 85 soit vraiment reconduite. Et donc, pour faire une République durable, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut former des républicains. Et donc, il faut laïciser les programmes, Nicolas Cadenne vient de le dire, il faut laïciser les locaux scolaires, tout ça est en 82, et puis il faut laïciser les personnels. Mais ça s'est fait effectivement de façon à la fois très ferme sur le principe, mais plutôt progressive dans la mise en œuvre. Je vais juste donner 2 exemples. Les programmes de Jules Ferry dans la loi de mars 1882 sont très clairs pour l'école primaire. L'instruction primaire comprend premièrement l'instruction morale et civique. Avant, c'était l'instruction morale et religieuse. C'est un seul mot qui a tout changé. On a remplacé religieuse par civique. Ça, c'est dans la loi de mars. Je peux vous dire que Jules Ferry, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat, il a bataillé parce que devant lui, il avait une opposition conservatrice, monarchiste, mais il avait aussi des républicains qui n'étaient pas favorables à la disparition de Dieu dans les programmes. Le fameux débat entre Jules Ferry et Jules Simon. Mais quelques mois après, quand Jules Ferry fait rédiger ses programmes à son collaborateur Ferdinand Buisson, la circulaire qui paraît en juillet 1882, qu'est-ce que l'on voit dans les programmes d'instruction morale et civique du cours moyen? On voit, il y a les devoirs envers soi, en soi-même, les devoirs envers sa famille, les devoirs envers la patrie, et il y a les devoirs envers Dieu. Diable, si je puis dire. Les devoirs envers Dieu, qui vont rester dans les programmes laïques de Jules Ferry jusqu'en 1923, figurez-vous. Ils seront rétablis par Pétain en 1940 et définitivement sortis des programmes en 1945. 60 ans de mise en œuvre progressive parce que les Français de l'époque sont majoritairement catholiques, il ne faut pas les heurter, il ne faut pas les froisser, donc voilà, il faut prendre quelques ménagements. Sur les personnels, ça c'est pas Ferry, c'est Goblet en 1886. Donc l'instruction primaire est exclusivement confiée à un personnel laïque. La loi dit 5 ans de délai pour les hommes. Et il n'y a pas de délai, il n'y a rien pour les femmes. On ne parle pas des femmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'institutrices laïques en nombre suffisant en 1886. Les écoles normales d'institutrices n'ont pas été construites en nombre, en tout cas très insuffisant avant la loi Ferry sur les écoles normales de 1879. Et donc, le temps que les écoles normales sortent de terre
et qu'on forme un personnel laïque féminin, bah, figurez-vous, on a encore besoin des religieuses dans nos écoles de filles. Et on parle toujours des hussards. Moi, je voudrais dire un mot des hussards 2, qui ont vécu un calvaire, c'est le moins qu'on puisse dire quand on parle de laïcité, quand elles sont arrivées dans ces petits villages où il existait des écoles prises en main par les religieuses et qu'elles ont dû installer une école primaire publique laïque de filles, elles ont subi un martyre absolument épouvantable. Ces hussards de noir, je ferme la parenthèse, il faudrait qu'on en parle davantage. Et donc, la Ligue de l'enseignement a pesé pour tout ça. Et plus tard, au moment de la loi de séparation des églises et l'État en 1905, eh bien, on retrouve la Ligue de l'enseignement. La loi de 1905 est en effet très largement inspirée du rapport de la commission parlementaire présidée par Ferdinand Buisson, le collaborateur de Jules Ferry dont je viens de vous parler, qui est une personnalité importante du Parti radical, qui préside l'Association nationale des libres penseurs et qui préside aussi la Ligue de l'enseignement. Et donc voilà, donc non seulement la Ligue s'est emparée, mais je crois qu'elle a bien bataillé avec d'autres, bien sûr, pour promouvoir ce principe juridique d'organisation de notre République. Alors aujourd'hui, je ne veux pas être trop long, la Ligue de l'enseignement, c'est 103 fédérations départementales, c'est près de 25 000 associations locales présentes dans 24 000 communes, on a 1,6 million d'adhérents, et donc on a gardé voilà, cette force historique d'être un mouvement d'idées, mais on est aussi un mouvement, une association d'éducation populaire qui met la laïcité en acte. Par exemple, c'est parce que la Ligue de l'enseignement a effectué depuis de très nombreuses années un gros travail sur la liberté d'expression, il me semble assez unique dans le cadre des associations laïques, qu'on a pu, à la suite de la mort du professeur Samuel Paty, nous avons pu accompagner les éducateurs en publiant très rapidement, parce qu'on l'avait en stock, si je puis dire, un document qu'on a appelé la liberté d'expression expliquée aux enfants, qu'on a publié d'abord dans Le Point et qu'ensuite on a diffusé largement dans notre réseau. On a aussi travaillé avec les éditions Milan pour élaborer une petite affichette, la liberté d'expression expliquée aux plus jeunes enfants. Et donc, voilà, je ne veux pas être plus long, mais si le 9 décembre, et je partage assez le point de vue de Yanis Roder, je pense que quand j'étais DGESCO, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai rêvé d'une circulaire où je dirais cette semaine, il n'y a rien. Cette semaine, il n'y a rien. Bon. Mais donc, au-delà du 9 décembre, c'est toute l'année en fait qu'on engage des actions pour promouvoir la laïcité, qu'on mobilise notre réseau à travers nos fédérations. Je vais donner juste 2 exemples. On a une fédération sportive pour le premier degré qui s'appelle l'UCEP. Eh bien, pendant cette semaine, au moment où je vous parle, on a des rencontres dans les écoles, de la maternelle au CM2, autour de jeux coopératifs et de temps de débat sous l'intitulé Faire vivre la charte de la laïcité à l'UCEP. Et puis, on a une grande fédération sportive pour les pour les adolescents et les jeunes adultes et les adultes, qu'on appelle l'UFOLEP, et qui est également mobilisée pour faire la promotion de la laïcité dans les activités sportives. Merci beaucoup, Jean-Paul. J'aimerais qu'on revienne à vous, Yanis Roder. Vous avez dit, oui, les enseignants, donc c'est au quotidien qu'ils s'emparent de la laïcité. Mais on a vu qu'avec le contexte tragique de l'assassinat de Samuel Paty, les difficultés des professeurs à enseigner la liberté s'est fait jour, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Alors, est-ce qu'il est plus difficile d'enseigner la laïcité aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple ? En réalité, je crois qu'il y a 20 ans, la question n'était pas posée. On ne posait pas la question de savoir si on devait ou pas enseigner la laïcité. Nous pensions, et je fais partie de cela, que c'était une évidence. C'était vraiment une évidence. Nous étions à l'école publique et laïque. J'ai débuté ma carrière il y a 20 ans. Je ne me souviens pas de me poser la question de savoir comment j'allais enseigner la laïcité. C'était quelque chose qui allait de soi. Mais effectivement, la laïcité, pour reprendre, pour aller dans le sens de ce que disait Nicolas Cadel, la laïcité, ce n'est pas la guerre contre les croyants, ce n'est même pas la guerre contre les religions, évidemment. Mais le contraire n'est pas forcément vrai. Le contraire n'est pas forcément vrai. Et effectivement, nous avons affaire aujourd'hui à des discours. Alors, au XIXe siècle, quand je dis que ce n'était pas vrai, c'est l'institution, l'Église qui a contre-attaqué. Il s'agissait, par exemple, eh bien, de porter le fer pour le contrôle des esprits, le contrôle des consciences, notamment en passant par les femmes. C'était une des stratégies de l'Église catholique pour le contrôle des consciences des enfants.
Aujourd'hui, ce ne sont pas nécessairement des institutions, mais ce sont des individus ou des groupes d'individus bah, qui essayent de déstabiliser l'école en faisant aussi à croire que la laïcité est liberticide. Donc oui, Nicolas Cadel, vous avez raison de dire que la laïcité, ce n'est pas contre les croyants ni contre les religions, c'est tout à fait exact. Mais en même temps, l'idée que la laïcité est liberticide est aussi construite par des croyants hein, qui justement ne supportent pas l'idée que leur croyance ne soit pas une vérité indépassable. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, aujourd'hui, nous avons affaire, et nous le savons, aujourd'hui, pour être très clair, nous approchons, depuis le 2 novembre, les 1000 incidents. On était entre le 2 novembre et le 18 novembre, nous avons 793 incidents de variété et de gravité, évidemment différents. On approche aujourd'hui des 1000. J'étais la semaine dernière dans l'Académie de Versailles où on me disait qu'on continuait à avoir des incidents suite au travail effectué justement par les enseignants sur la liberté d'expression, entre autres, et la laïcité. Donc, nous avons affaire à des difficultés qui n'étaient. Alors, qu'on a vu arriver il y a 20 ans, hein, on a vu arriver il y a 20 ans, on en a parlé dans des ouvrages qui n'avaient pour but que de lancer des alertes. Hein, ce n'étaient pas des ouvrages scientifiques, c'était des ouvrages qui disaient il se passe des choses, regardez. À l'époque, peu de monde a regardé en face ce qui s'annonçait, si vous voulez. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de collègues savent que parfois leur parole est contestée, que la croyance occupe, et la religiosité d'une manière générale, occupe une place plus importante dans la vie de jeunes qu'il y a 20 ou 30 ans. Voilà, ce sont des réalités auxquelles nous devons faire face. Le problème, et j'arrêterai de parler ensuite, le problème, c'est que cette réalité, nous la voyons depuis plus de 20 ans, mais que nous n'avons, pour ainsi dire, les enseignants, pas de formation de bon niveau, voire parfois pas du tout, sur les valeurs de la République ou la laïcité, en formation initiale, j'entends. J'étais l'autre jour dans une réunion dans mon établissement où mes jeunes collègues, il se trouve que moi je suis toujours en zone sensible et que donc mes collègues, ils ont 3 ans d'ancienneté, donc le dinosaure c'est moi, et mes collègues disaient, j'ai jamais eu à l'ESP, parce qu'ils sont passés par l'ESP avant que ça devienne l'ISP, j'ai jamais eu de formation aux valeurs de la République. J'ai jamais eu de formation à la laïcité. Alors évidemment, l'auto-formation, c'est important, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les enseignants sont débordés par le travail et ce qu'on leur demande. Donc, il y a un besoin de formation qui se fait sentir sur le terrain qui est très important. Et c'est là-dessus, je crois, qu'il faudrait porter l'effort. Et vous le faites un petit peu, je crois, ce soir, à travers ce webinaire, quand même, parce que ça fait partie aussi de cela. Et les initiatives comme celle-ci sont à encourager, parce qu'il y a un besoin de réassurer les enseignants sur le fond, savoir qu'est-ce que c'est qu'être un enseignant de la République, qu'est-ce que c'est qu'être fonctionnaire, qu'est-ce que cela signifie en termes de posture, en termes de discours, en termes de neutralité, évidemment, puisqu'on parle de laïcité, mais aussi en termes de réponse à apporter aux élèves. J'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit. Donc, on atteint presque les 1000 incidents, hein, si je vous suis bien. Donc, de plus en plus d'attentes à la laïcité. Mais est-ce qu'elles sont effectivement plus nombreuses? Quelles sont-elles? Vous faites, je rappelle, vous êtes membre du Conseil des sages. Quels sont les constats, justement, que vous faites là-dessus? Alors, le Conseil des sages n'est pas l'organe qui reçoit les incidents. Il y a une équipe nationale vers la République qui, effectivement, informe ponctuellement le Conseil des sages de ces relevés d'incidents. Donc, ces incidents sont très divers et ils touchent aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans ce qu'on m'a expliqué la semaine dernière, c'est qu'ils touchent aujourd'hui tous les niveaux, premier degré, collège où ils sont plutôt concentrés, 48%, je vous dis ça de mémoire, j'ai pas mes notes, mais 48% des incidents ont eu lieu au collège, et encore une fois, ce sont des incidents de nature très différente, des choses très graves comme des choses qui sont beaucoup plus anodines, mais enfin bon, voilà, ça a été signalé comme incident. 48% au collège, et puis ensuite lycée pro. Principalement des élèves, mais aussi des parents d'élèves, notamment pour le primaire, pour le premier degré, voilà, et très peu
des personnels, je crois que c'est autour de 2%, 2,5%. Voilà ce qu'on m'a rapporté. D'autre part, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, des référents laïcité d'académies où il y a une ruralité importante ont fait état d'incidents dans le rural. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, en tout cas, qui remonte maintenant. C'était peut-être pas nouveau, mais ça ne remontait pas. Aujourd'hui, ça remonte. Je pense notamment à l'Académie de Dijon, par exemple, qui a fait remonter des incidents dans le rural, mais ce n'est pas la seule. L'Académie de Toulouse également. Donc, voilà, on est, si vous voulez, le constat qu'on peut faire après ce relevé d'incident qui a été fait par l'équipe nationale Valeurs de la République, eh bien, c'est que c'est quelque chose qui semble s'étendre. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'était déjà là et que le volontarisme par exemple, du ministère sur la question de l'équipe nationale Valeurs de la République, des équipes sur le terrain, permettent aux enseignants, on va dire, et le drame vécu par notre collègue peut aussi y contribuer, à signaler les incidents qu'ils ne signalaient pas avant, ou alors c'est un phénomène vraiment nouveau. Je n'ai pas là, moi, d'éléments de réponse. Alors justement, je vais poser la question à Jean-Paul Delahaye. Vous avez été co-rédacteur du rapport Aubin en 2004. Est-ce que selon vous, il y a eu justement une évolution sur cette question des atteintes à la laïcité, sur la nature, sur leur fréquence? Et je pense également à cette enquête du CNAL, le Comité national d'action laïque, que vous présidiez en 2018 et qui certainement apporte des éléments de réponse. Oui, alors il n'y a pas complètement de hasard si le CNAL en 2018 que j'ai présidé a fait cette enquête sur la laïcité à l'école, les enseignants la parole, parce qu'en effet, j'étais un des co-rédacteurs du rapport Aubin, dont il faut rappeler quand même qu'il n'est pas une initiative ministérielle. Le rapport qu'on appelle le rapport Aubin, c'est le résultat d'une autosaisine du groupe établissement et vie scolaire de l'inspection générale, dont j'étais le doyen à l'époque. Et donc, on a fait, nous, un petit groupe d'une dizaine d'inspecteurs généraux, on a fait cette étude et rédigé ce rapport tout seul, en quelque sorte, avec le soutien du doyen général de l'époque, Dominique Borne. Et comme vous le savez, ce rapport n'a pas été rendu public tout de suite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, les constats de ce rapport, qui, je le rappelle, n'avaient pas prétention à faire un examen exhaustif de la situation, mais on a bien dit dans notre introduction que nous avions travaillé sur 61 établissements, alors qu'on n'avait pas choisi au hasard. On était allé dans des endroits où on savait qu'on allait pouvoir trouver un certain nombre de difficultés. Et les constats de l'époque n'ont pas perdu en actualité. Je rejoins Yanis Rodet. Prosélytisme religieux, racisme, antisémitisme, contestation des contenus d'enseignement, contestation politico-religieuse, revendications alimentaires. Et en conclusion, on émettait un certain nombre de préconisations. Et là non plus, elles n'ont pas tellement perdu en actualité, me semble-t-il, notamment quand les enseignants disaient qu'il fallait tout faire pour développer la mixité sociale dans les établissements scolaires. Je laisse planer un ange laïque, 2004, 2020, bon, la mixité sociale dans les établissements scolaires. Et les préconisations disaient aussi qu'il fallait mieux former et mieux aider les professeurs à répondre aux contestations de leur enseignement. Et dans l'enquête de 2018 que j'ai présidée, avec donc la collaboration de l'IFOP, on a des chiffres, Yanis Roder là-dessus. 75% des enseignants nous disent ne jamais avoir reçu en formation initiale la moindre information sur la laïcité, et 94%, c'est encore pire pour la formation continue, n'ont jamais eu de formation continue sur le sujet. Et donc depuis, il y a eu la loi 2004 sur les signes religieux à l'école, mais il y a eu aussi la quasi-disparition de la formation initiale des professeurs de 2008 à 2012, entre parenthèses. Donc, s'il n'y a plus du tout de formation initiale, on n'est pas prêt de former les gens à la laïcité. On a mis en place la charte de la laïcité à l'école en 2013. Petite parenthèse, quand on a installé cette charte avec Robert Badinter dans un collège, avec Vincent Payon bien sûr, mais avec Robert Badinter dans un collège de Seine-et-Marne, il y a eu en tout et pour tout 2 ou 3 journalistes qui se sont déplacés. La totalité des salles de rédaction nous a pris pour des fous en disant « Mais qu'est-ce que vous nous parlez encore de cette vieille lune? Vous n'avez pas autre chose à nous parler que de la laïcité. » Je ferme la parenthèse. On a ensuite essayé de réinstaller une formation initiale des enseignants avec les SP, maintenant INSP. Avec Najat Vallaud-Belkacem 2015-2016, on a fait un plan massif de formation continue après les sinistres événements de 2015. On a
on a fait éditer un livret laïcité qui est maintenant devenu un vade-mecum, qui a été actualisé à plusieurs reprises et qui est bien plus étoffé et donc est un outil plus intéressant encore. On a mis en place des référents laïcité dans les rectorats qui sont devenus maintenant des équipes mobiles valeurs de la République, hein, qui sont en appui des établissements. On a mis en place le Conseil des sages auprès du ministre. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que je veux dire qu'il y a depuis une dizaine d'années plutôt une continuité dans les politiques publiques sur le sujet et plutôt une amélioration progressive des outils mis à disposition des enseignants. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Donc, effectivement, il y a eu cette enquête de 2018 et on a rendu donc ces résultats publics qui sont sur le site du Comité national d'action laïque. En gros, ce que nous disent les enseignants en 2018, c'est que la situation est plutôt apaisée et que beaucoup de difficultés peuvent être réglées par le dialogue. Ça, c'est le cas général. Mais, et le mais est important, en éducation prioritaire, il y a des problèmes beaucoup plus difficiles à résoudre et donc les enseignants nous alertent là sur ces situations parfois très lourdes. Pour vous donner juste un chiffre, en 2018, 9 enseignants sur 10 estimaient que le climat scolaire autour de la laïcité était plutôt apaisé dans leur établissement, que la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école était finalement assez peu contestée et quand elle était contestée, globalement, on arrivait à régler les difficultés par le dialogue. Et donc, si on mettait de côté les situations où les élèves ne situent pas encore la différence entre savoir et croyance, les provocations adolescentes, ça existe hein, dans nos collèges et dans nos lycées, finalement, les problèmes rencontrés étaient assez peu des atteintes insupportables à la laïcité. Et l'étude du CNAL, ce n'est pas seulement des statistiques grâce à l'IFOP, c'est aussi beaucoup de témoignages d'enseignants, un peu comme dans l'esprit des territoires vivants de la République, où on rend compte d'une multiplicité d'actions, d'enseignements disciplinaires ou interdisciplinaires, de projets spécifiques, de pratiques coopératives, de pédagogie active, bref, qui permettent aux enseignants de faire partager, de faire vivre le principe de laïcité auprès de leurs élèves. Il y a, je crois, un travail important effectué par les enseignants dont on ne parle pas suffisamment. On parle des difficultés, on a raison, mais il y a aussi beaucoup de choses qui réussissent à l'école. Sachant que, bien entendu, la mission de l'école publique, j'ai prévenu que j'allais être un tout petit peu plus long là, pardonnez-moi, mais la mission de l'école publique, est-il besoin de le préciser, n'est pas de rendre tous les jeunes identiques. Dans l'école, certaines attitudes, certaines questions, voire certaines contestations ne sont pas toutes des menaces pour la République. On a affaire, il ne faut pas l'oublier, à des adolescents en formation, un enseignant, et je vais mettre là plusieurs conditions, à condition qu'il soit correctement formé, et on voit que ce n'est pas le cas, à condition qu'il ait de bonnes conditions de travail lui permettant de travailler en équipe avec des effectifs d'élèves raisonnables, et qui donc, à qui on a donné les moyens de remplir convenablement sa mission, peut, en tant que professionnel, régler la plupart des situations. Chez les jeunes, en fait, la revendication identitaire, c'est aussi un apprentissage de la liberté. Bien sûr, ça peut exprimer une conviction, mais ils nous testent un peu pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et moi, cette recherche d'identité, je la comprends, mais je pense qu'elle peut se concevoir comme Aimé Césaire nous le disait. Je cite Aimé Césaire. La quête d'identité, ça n'est ni tourner le dos au monde, ni faire sécession au monde, ni bouder l'avenir, ni s'enliser dans le repliement communautaire ou dans le ressentiment. Elle n'a de sens, hein, cette quête d'identité, que s'il s'agit d'un réenracinement, certes, mais aussi d'un épanouissement, d'un dépassement et la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. Donc, il ne faut pas sombrer dans une laïcité méfiante où finalement la coexistence de la diversité des idées ne serait possible qu'en taisant cette diversité des idées. Il faut au contraire, je crois, former nos élèves à vivre en confiance la laïcité. Cela dit, il y a des difficultés dont il ne faut pas se cacher, bien sûr. Les contestations, si elles sont peu nombreuses, elles sont néanmoins préoccupantes dans un certain nombre d'établissements scolaires. Juste quelques chiffres, hein, puisque vous me demandiez où on en était. Dans l'enquête du CNAL, on a relevé que 12% des enseignants disent s'auto-censurer régulièrement ou de temps en temps dans leur exercice professionnel. Toujours pour vous donner un dernier chiffre, si on raisonne à partir de notre enquête, en gros, on peut considérer que c'est un établissement sur 10 en France qui connaît régulièrement ou de temps en temps des difficultés ou des contestations, ce qui doit évidemment rendre compte d'une situation qui doit nous alerter tous. Il y a une pression religieuse qui s'exerce très fortement dans certains
partie de notre territoire, des lieux ou des situations dans lesquelles les enseignants doivent, beaucoup plus que dans d'autres endroits, expliquer la primauté de la loi républicaine sur les prescriptions religieuses. Il y a des endroits où c'est plus difficile qu'ailleurs. Bien sûr, il faut faire attention à une laïcité à tête chercheuse qui ne viserait que l'islam. Il faut aussi faire attention à ne pas ressasser toujours les mêmes incidents qui donnent une vision déformée de la réalité. Mais notre enquête de 2018 ne met pas la poussière sous le tapis. Il y a une forte pression religieuse sur certains territoires et ça pèse sur les familles, ça pèse sur les élèves et donc ça pèse forcément sur l'école publique et sur ses personnels. Et si ça ne doit pas conduire à sous-estimer les pressions des autres religions, l'étude du CNAL, et j'en assume la responsabilité, met en évidence une tension particulière avec certains de nos concitoyens de religion musulmane. Il faut le dire entre nous, cela, parce que c'est vrai. Mais ce que nous dit aussi cette enquête, c'est que les enseignants s'alarment de la montée des communautarismes. Là encore, ils sont des lanceurs d'alerte, les enseignants, parce qu'ils sont au fond, ils voient bien ce qui est en train de se passer. Et pour ce qu'ils nous disent de la mise en danger de ce pacte républicain, il faut les entendre là. Parce qu'il s'agit, nous le disent aussi les enseignants, d'un communautarisme largement subi. Quand l'État abandonne certains territoires ghettoisés, quand la solidarité républicaine fait défaut, eh bien on favorise de fait l'apparition d'autres solidarités, des solidarités mafieuses, des solidarités religieuses, qui viennent en lieu et place des solidarités républicaines. Et donc, sans pour autant adepte de la culture de l'excuse, ce que je ne suis pas, parce que la question sociale peut expliquer des choses, mais elle n'explique pas tout, il faut être extrêmement vigilant à cette situation. Merci Jean-Paul. Marion Fontaine, est-ce qu'imposer la laïcité à l'école a été compliqué, hein? Les combats de Jaurès ont été difficiles, par exemple lors des discussions de la loi de 1905 à laquelle cette journée, date anniversaire du 9 décembre, fait référence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment cela s'est déroulé? Alors, il y a plusieurs questions dans la question et ça va me permettre de rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites, parce que tout l'intérêt de l'histoire et l'enjeu de l'histoire, surtout pour une question pareille, c'est évidemment de pouvoir élucider ou de pouvoir donner des clés d'explication du présent. Je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que la loi qui, pour finir, est adoptée en décembre 1905, qui ne concerne pas spécifiquement l'école, puisque le processus de laïcisation de l'institution scolaire, en réalité, a déjà eu lieu. Et en fait, la loi du 9 décembre 1905 intervient quand toute une série de secteurs de la vie sociale et de la vie publique ont déjà été laïcisés. C'est le cas de l'école, même si Jean-Paul Delahaye a décrit à raison le fait que c'est beaucoup plus lent que ce qu'on pense parfois. C'est le cas pour la laïcisation de l'état civil. En 1884, le divorce, ce qui est aussi une forme de laïcité, puisque ça sort des règles de l'Église catholique, a été de nouveau légalisé. Donc, on est face à un processus qui s'est étalé sur, déjà, quand est votée la loi, sur 20 ou 25 ans. Le vote de la loi de séparation de décembre 1905, il se pense à court terme, comme la résolution d'une question, d'une situation qui est en passe de devenir de plus en plus inextricable. D'une part, les relations entre la République française et l'État du Vatican sont de plus en plus catastrophiques et compliquées. Donc, c'est aussi un problème de relations diplomatiques. La France rompt ses relations diplomatiques avec le Vatican quelques mois avant que ne soit votée la loi. Donc, il y a un problème diplomatique qui font que le concordat, qui est une espèce de contrat entre l'État républicain et les églises instituées, peut plus vraiment fonctionner puisqu'on est en pleine rupture. Bon, par ailleurs, on est dans un contexte politique éminemment agité et bousculé, notamment par l'affaire Dreyfus, qui a éclaté quelques années plus tôt, et où on est vraiment dans une situation où on est, après les années 1980, dans un autre moment d'extrême tension. On n'est pas d'extrême tension pas seulement sur les valeurs de la République, mais sur l'existence de la République elle-même. C'est bien ça qui est en jeu, et c'est bien ça qui fait que les gauches, pour finir, s'unissent dans le gouvernement de défense républicaine et surtout dans le bloc des gauches
gauche de 1902-1905. Donc on est dans un contexte politique où d'un côté les républicains se sont unis et de l'autre ils ont face à eux les forces qu'ils qualifient de la réaction, pas à tort d'ailleurs, forces parmi lesquelles on compte, c'est indubitable, toute une série de représentants de l'Église catholique qui est loin d'avoir réalisé un quelconque aggiornamento sur la reconnaissance des valeurs démocratiques, etc. Donc où l'Église catholique, un certain nombre de représentants de l'Église catholique, ont dit encore de manière tout à fait explicite ce qu'ils pensaient de la République, des Juifs, etc., qui n'était pas particulièrement amicale. Donc la loi de séparation des Églises et de l'État, elle se fait dans ce contexte de tension et dans un contexte où il faut trouver un nouveau modus vivendi entre l'État républicain, l'Église catholique surtout, et les autres églises protestantes et juives par voie de conséquence. On est dans une tension aussi, Nicolas Cadenne l'a évoqué rapidement, je pense qu'il faut le réévoquer aussi, dans une tension qui n'a pas disparu aujourd'hui, qui à mon avis pas forcément vocation à disparaître, mais dont il faut bien avoir conscience quand on parle de laïcité. C'est-à-dire qu'il y a deux manières d'approcher la laïcité. Ce sont ces deux manières qui se questionnent aussi au moment de la loi 1905. On peut concevoir la laïcité comme une manière de marquer la neutralité de l'État, marquer la pluralité, la reconnaissance de la pluralité et de la liberté religieuse, à la condition qu'aucune de ces religions n'exerce d'emprise à elle seule sur la vie sociale ou la vie politique. Donc, on est sur la laïcité, liberté de conscience, liberté religieuse et, en revanche, neutralité de l'État et des pouvoirs publics. Il y a une deuxième acception de la laïcité, et je pense que les discussions qu'on a eues montrent d'ailleurs qu'elle continue à agir, qui est une conception, si j'ose dire, plus militante, qui considère, elle, que la laïcité doit être le culte, enfin, doit être l'affirmation de la raison dans l'ensemble du fonctionnement de la société. C'est ce que dit Jaurès dans le discours pour la laïque de 1910. L'idée, le principe de vie dans les sociétés modernes, c'est l'acte de foi dans l'efficacité morale et sociale de la raison, la valeur de la personne humaine raisonnable et éducable. Donc, c'est l'idée d'une humanité et d'un fonctionnement social fondé sur la raison et l'humanité, comme le dit joliment Jules Ferry, d'une humanité sans Dieu et sans roi. Donc là, on est dans une conception où il ne s'agit pas simplement d'assurer ou de confirmer une liberté, mais de construire des citoyens républicains, raisonnables et rationnels, ce qui est autre chose. Ces deux conceptions, elles sont aux prises dans la loi de 1905 et Nicolas Cadenne l'a dit, il le sait bien sûr aussi bien et sans doute beaucoup mieux que moi, c'est la conception, disons, liberté religieuse et liberté de conscience qui, pour finir, va s'imposer. C'est-à-dire que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais elle assure, enfin, et plutôt, elle assure la liberté de pratique de tous les cultes dans l'espace public. Donc, tous les débats qu'il y a eu il y a quelques années, ils se sont un peu arrêtés pour dire qu'il fallait avoir une interprétation libérale de la loi de 1905 et de la laïcité sont caduques, puisque la loi de 1905 est libérale. Elle est libérale au sens où les républicains, une partie des républicains, emmenés par Jaurès et par Briand, a renoncé à l'idée qu'ils avaient eue au départ, et qu'une partie d'entre eux a au départ, c'est le cas par exemple de quelqu'un comme Ferdinand Buisson ou de Maurice Allard, l'idée était de se servir de cette loi pour en faire une machine de guerre contre l'Église catholique. Dans ces cas-là, le but de la loi de séparation des Églises et de l'État n'était pas seulement de séparer, dissocier, le but était de faire en sorte que l'Église catholique implose, enfin, que l'Église catholique implose en France. Les républicains n'étaient pas assez fous pour penser qu'ils allaient faire éclater l'Église catholique, mais que l'Église catholique implose en France, et soit qu'elle se déstructure complètement, soit qu'on ait une Église catholique de France, comme aujourd'hui on rêve d'avoir un islam de France. Et pour finir, c'est pas cette version qui s'est imposée, et l'idée est qu'on a fait voter une loi de séparation qui, en même temps, n'oblige pas les cultes tels qu'ils sont organisés à renoncer à leur fonctionnement. Il n'oblige pas les croyants à renoncer à leurs croyances. L'idée, par exemple, l'Église catholique a un fonctionnement hiérarchique et autoritaire,
Ça, je pense que tout le monde en est bien conscient. Les républicains ont eu à un moment la tentation de dire « Ah bah non, il faut que l'Église catholique fonctionne démocratiquement ». Et pour finir, ils disent « Non, on va laisser l'Église catholique fonctionner comme elle est. Le but du jeu étant en revanche qu'elle n'exerce aucune emprise sur la vie publique ». Alors, ce qui est intéressant, et je vais terminer par Jaurès, ce qui est intéressant, c'est les raisons que Jaurès donne à cette version libérale de la loi de 1905. Parce que face à lui, il y a effectivement beaucoup de gens qui lui disent c'est un renoncement, et Clémenceau, qui va devenir l'un des grands ennemis de Jaurès dans les années qui vont suivre, ironisera sur le socialisme, ou sur Papalin, je le cite, de Jaurès et d'Aristide Briand. Jaurès dit, en fait, il faut voter cette loi comme ça pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut la voter pour que la République soit tranquille et pour qu'on règle le problème une fois pour toutes, sans se prendre dans des querelles religieuses qui redureront 5 ou 10 ans, et que que la République puisse s'occuper de l'immense urgence de besoins de réforme sociale. Je rejoins tout à fait Jean-Paul Delahaye. La laïcité sert quelquefois, en 1905 comme aujourd'hui, de prétexte pour évacuer des questions qui sont plus urgentes. Jaurès dit, c'est très bien, votons cette loi-là, comme ça on pourra s'occuper d'une loi sur les retraites et on en a besoin. Donc la loi de 1905, c'est une idée de dire on clôt le problème et après on passe à autre chose. Il y a aussi une confiance de Jaurès, c'est peut-être ce qu'on a perdu, dans la dynamique républicaine. C'est-à-dire, Jaurès dit, oui, bon, l'Église catholique va rester autoritaire, hiérarchique, et dans la majeure partie de son institution, réactionnaire, opposée à la modernité, enfin tout ce qu'on veut. C'est le fameux syllabus de Pie IX en 1864. Mais il dit, cette Église catholique ne pourra pas rester comme ça, comme une force totalement coupée du reste de la société. Il lui faudra se délier des puissances politiques et sociales du passé, rentrer en communication avec les deux grandes forces du monde moderne, que sont la science et la démocratie. Le pari de Jaurès, c'est que si on diffuse cette version ouverte de la laïcité, cette version aussi de la laïcité qui entend que les problèmes sont quelquefois ailleurs, de savoir qui croit pas et qui proteste, alors l'Église et alors les forces qui ne sont pas convaincues finiront par être convaincues. On pensait que Jaurès n'avait pas entièrement tort et que 60 ou 70 ans plus tard, Vatican II, certes sans renoncer à toute une série de questions qu'on peut poser à l'Église catholique, mais Vatican II prouvera que l'Église catholique a été obligée de se conformer à la démocratie. Il y a dans Jaurès une immense confiance dans la dynamique et dans la valeur du projet républicain, à condition qu'il soit cohérent avec lui-même. C'est-à-dire que si la laïcité et pour Jaurès va avec l'égalité des droits de tous, alors il faut vraiment que la République respecte l'égalité de droits de tous et qu'elle ne favorise pas les croyants, mais qu'elle ne stigmatise pas non plus quelqu'un en raison de son origine sociale, religieuse, etc., etc. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir à cette version dynamique de la loi de 1905, cette version qui parie aussi sur l'avenir. Et je crois que c'est aussi par là qu'on peut comprendre ce qu'ont voulu faire les promoteurs républicains et également ce en quoi ils peuvent continuer à nous donner des idées aujourd'hui. Merci Marion, c'est totalement passionnant. Alors justement, hein, vous l'avez bien expliqué, hein, du point de vue historique, la laïcité a entraîné de nombreux débats, des tensions. On voit qu'il est nécessaire, hein, pour aborder cette question, d'avoir des outils et des ressources. Alors peut-être Jean-Paul Delahaye et vous, Yanis Roeder, vous pouvez nous dire, il existe des ressources justement à visée pédagogique et éducative, peut-être qu'on peut revenir dessus. Quelles sont-elles? Yanis Roeder, peut-être, pour commencer? Alors oui, alors je vous avoue que je n'ai pas listé hein, l'ensemble des ressources existantes, mais elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses. D'abord d'un point de vue pratique. D'un point de vue pratique, le Conseil des sages de la laïcité, en collaboration avec les services du ministère, ont édité un vade-mecum de la laïcité en 2018, qui est régulièrement alimenté, notamment par ce qui remonte du terrain, et qui est un outil
un outil évidemment pratique, mais pas uniquement pratique, parce qu'il donne aussi des clés très importantes, notamment juridiques, sur les questions qui nous concernent. Après, il existe beaucoup de choses, notamment sur les différents sites. Je pense à Eduscol, bien sûr, avec les commentaires très intéressants qu'Abdenour Bidar, vous trouvez ça sur Dailymotion, hein, Abdenour Bidar fait de chaque article de la charte de la laïcité, très intéressant et au final très formateur, par exemple. Vous avez plein de petits outils qui sont extrêmement intéressants. Puis vous avez des ouvrages qui sont plus difficiles d'accès, mais auxquels évidemment ont accès les enseignants, qui me semblent extrêmement intéressants et incontournables. Je pense à La laïcité de Catherine Kinsler, par exemple, qui est un ouvrage très intéressant. Euh, qu'est-ce que je peux vous citer encore comme ouvrage oui, Gwenaël Calves, sur une vision un peu plus large, enfin, qui dépasse l'école, les 44 questions sur la laïcité, qui est extrêmement clair et qui permet d'avancer et d'apprendre, voilà, de continuer à se former, d'autant plus que je voudrais réagir un petit peu à ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure. Effectivement, la question de la formation, elle est fondamentale parce que non seulement, et Jean-Paul a raison de le rappeler, mieux on est formé, plus on peut faire face soi-même en classe aux contestations qui peuvent se faire jour de certains élèves, et je dis bien de certains élèves, mais aussi la formation, ça permet aussi de reconnaître la qualité, on va dire, de la contestation, dans le sens où toute contestation ne se vaut pas, enfin toutes les contestations ne se valent pas. Il y a des constructions de discours et des constructions qui sont d'ordre politique que la formation nous permet de reconnaître, d'analyser. Je veux prendre un exemple très simple. Un élève qui tient des discours complotistes extrêmement bien construits nous annonce autre chose, nous disent autre chose. Ce n'est pas une simple contestation adolescente, il s'agit là d'autre chose. Et puisque je suis sur ce point-là, oui, Jean-Paul, c'est vrai, il y a des contestations adolescentes, elles existent, et c'est pour ça qu'il faut savoir les reconnaître. Il y a aussi une réalité que tu connais bien, la réalité du contexte aujourd'hui, où il y a une religiosité qui est grande, qui est plus grande aujourd'hui, qui est plus importante, et qui fait que, par définition, simplement par effet de nombre, eh bien, les contestations qui nous arrivent sont plus importantes. Je prends un sondage qui est sorti début novembre de l'IFOP, Fondation Jean Jaurès, sur la laïcité. Il est très inquiétant, ce sondage. Il nous dit que 57% des jeunes musulmans de 15 à 24 ans estiment que la charia est plus importante que la loi de la République. Alors, ils ont entre 15 et 24 ans. Et il ne faut pas oublier que ce sont des adolescents. Hein, et Jean-Paul a raison de le rappeler. Néanmoins, c'est 10 points de plus qu'en 2016. C'est 10 points de plus qu'en 2016. Et ça doit nous parler. De la même manière, la Fondation Jean Jaurès, puisqu'on parle de Jaurès, excusez-moi de mettre en avant la fondation avec laquelle je collabore, hein, et Jean-Paul aussi d'ailleurs, vient de sortir une note sur un sondage qui a été fait dans le Grand Bruxelles, où on retrouve à peu près les mêmes éléments, voilà, à Bruxelles, avec cette religiosité beaucoup plus importante des jeunes issus, qui se disent musulmans. Donc il y a quand même ce contexte-là qui demande en fait à ce que les enseignants soient le mieux formés possible pour justement être capables à la fois de répondre, mais aussi de reconnaître ce dont il s'agit. Avant d'interroger Jean-Paul, j'aimerais qu'on revienne avec Nicolas Cadenne justement sur ce que propose l'Observatoire de la laïcité justement pour les enseignants, entre autres, et les éducateurs, éducatrices et tous les membres de la communauté éducative. Oui, il y a énormément d'outils pédagogiques que l'Observatoire de la laïcité a conçus. Il y a des outils et bien sûr des enseignements qu'a évoqué notamment Jean-Paul Delahaye. Les outils, bon, bien sûr, déjà, il y a la charte de la laïcité à l'école qui a été mise en place en 2013 et qui suppose un échange en classe sur chacun de ces articles. Abdenour Bidar, qui est membre de l'Observatoire de la laïcité, a fait ce travail par des petites vidéos rappelées là par Yanis Roder. Et charte qui peut aussi être l'occasion d'échanges avec les parents. C'est aussi important de parler des parents et aussi cela peut se faire via notamment les fédérations de parents d'élèves. Cette charte, elle a d'ailleurs pu aussi être simplifiée pour des publics plus jeunes par la Ligue de l'enseignement. Jean-Paul Delahaye pourra en dire un mot avec les éditions Milan. Nous-mêmes, nous avons bien sûr créé des capsules vidéo d'1 à 2 minutes pour revenir sur tout un tas
d'idées reçues ou d'incompréhension sur le concept de laïcité. Nous avons créé des clips vidéo aussi qui reviennent sur des cas très concrets au collège, contestation de cours, restauration scolaire, absence, etc., qui marchent bien d'ailleurs et qui sont accessibles en ligne. Nous avons bien sûr édité tout un tas de guides pratiques qui recensent des cas pratiques. On avait aussi participé au livret laïcité à l'école. On a aussi participé avec les services du ministère, puis bien sûr le Conseil des sages au Vademecum. Il y a tous ces guides qui sont utiles. L'Observatoire a aussi soutenu tout un tas d'expositions, de quiz, de serious games, etc., qui peuvent aussi être utilisés en classe. Certains ont été développés par des mouvements d'éducation populaire comme la Ligue ou par des associations. Certains ont pu recevoir le prix de la laïcité de la République française ou des mentions spéciales de notre part. Tous ces outils, tous ces contacts sont bien sûr accessibles sur notre site internet laïcité.gouv.fr qui est un des sites les plus visités de la plateforme gouvernementale parce que justement, c'est un sujet qui intéresse et beaucoup ont envie de récupérer ces données. Après, il y a aussi des enseignements et il faut aider bien sûr les enseignants sur ces enseignements. Il y a l'enseignement moral et civique, le MC, qu'a évité Jean-Paul Delahaye, qui permet de préparer dans l'enfant le futur citoyen, si on reprend Ferry, et qui permet d'aborder ces thématiques de laïcité, mais pas que, de manière moins verticale que ne l'était l'instruction civique, par le débat, par les jeux de rôle, par les scénettes, par le théâtre, etc. Et puis il y a bien sûr l'enseignement laïque des faits religieux, qui n'est pas vraiment délivré, mais qui pourtant, vous le savez, dans les programmes, qui est transdisciplinaire et qui est un point important, parce que dans ce monde où le fait religieux apparaît en permanence dans l'actualité, et Yanis Roder en disait un mot, il est nécessaire d'apprendre aux élèves à en reconnaître les formes multiples, à comprendre la diversité du fait religieux, à en saisir le sens, à distinguer ce qui relève de la croyance et ce qui ne concerne pas du tout l'école de ce qui relève des savoirs et qui, sur le coup, concerne l'école. Tout ça est important à traiter. Et donc, il faut le traiter dans différentes matières. Mais là encore, et je rejoins bien sûr ce qu'a dit Jean-Paul Delahaye, la difficulté, c'est qu'on a des enseignants qui sont pas déjà à qui on demande de tout faire, ils ne peuvent pas tout faire, et qui ne sont pas suffisamment accompagnés et formés sur ces sujets extrêmement sensibles. Nous, ça fait des années, effectivement, qu'on préconise qu'il y ait un module commun à l'enseignement laïque des faits religieux et à la laïcité dès les INSP et les ex-SP. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation initiale sérieuse sur ces questions. Et ensuite, effectivement, il faut relancer la formation académique continue. Il y avait 55 000 journées stagiaires en 2016, 17, je crois, ou 18 peut-être, 2018. Il n'y en a plus que 15 000 aujourd'hui. Donc là, il y a effectivement nécessité à renforcer toute cette question-là. Et puis juste, je voudrais quand même, alors outre tous ces outils, tous ces enseignements à délivrer, je voudrais quand même rebondir sur un point qui a été évoqué. Il est clair que si on n'aborde pas le sujet de la mixité sociale à l'école, on passe à côté. Il y a un vrai sujet. Si on n'a pas de mixité sociale à l'école, on a des replis communautaires, on a des pressions qui se font. Il faut absolument créer de l'interaction socioculturelle au sein des établissements scolaires. Il y a des expérimentations qui ont été faites sur ce sujet qui ont porté leurs fruits avec comme résultat, en jouant à la fois sur la carte scolaire, en jouant sur le lieu d'implantation de l'établissement, en jouant sur les options délivrées, en jouant sur l'équipe pédagogique, qui ont porté leurs fruits en ce sens où, après ces expérimentations, on avait des climats qui étaient bien plus apaisés, notamment sur ces questions de faits religieux et de laïcité. Donc, on a absolument nécessité à se pencher très sérieusement sur la question de la mixité sociale à l'école. Merci beaucoup, Nicolas Cadenne. Jean-Paul, très brièvement, parce que le temps passe, mais... Très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Simplement, vous trouverez sur notre blog Laïcité, qui est hébergé sur Mediapart, des centaines de ressources qui permettent d'aider les enseignants et généralement les associations aussi à transmettre aux jeunes le principe de laïcité. On continue à les construire, ces outils. Je vous donne juste un exemple. La Ligue de l'enseignement a été sollicitée par la FCPE pour élaborer un livret, la laïcité expliquée aux parents. C'était d'ailleurs une demande des enseignants dans l'enquête du CNAL de 2018, et les enseignants nous disaient on n'a pas d'outils pour les parents. Et donc, voilà, la Ligue vient de le faire, ça va sortir dans quelques jours, vous allez avoir un livret, la laïcité expliquée aux parents. On vient de recevoir d'ailleurs la même demande de la part de l'UNAF, pardon, pour exactement la même, je ne pense pas que l'UNEF nous ait demandé ça, donc l'UNAF. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en matière de construction d'outils, de ressources éducatives, on a devant nous un défi monumental pour l'exercice de la liberté de conscience. Je veux parler de ce que vit notre société aujourd'hui,
avec une information dématérialisée, avec des réseaux sociaux qui ont changé radicalement le mode de diffusion de l'information, parfois pour le meilleur, on l'a vu récemment avec l'information sur les violences, sur quelques violences policières, mais parfois aussi pour le pire, quand ces réseaux sont la chambre d'écho de haine, je pense à la solitude de la jeune Mila, chambre d'écho aussi de complotisme de toutes sortes, ce qui va nous obliger, en tout cas nous la Ligue, c'est un chantier que nous ouvrons, à considérer l'éducation permanente à l'esprit critique comme un nouveau défi pour la laïcité. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors une dernière question, puisque malheureusement le temps est passé très très vite en votre compagnie et on me dit qu'il y a de nombreuses questions. Alors cette dernière question à tous les quatre, quel conseil donneriez-vous à ce jeune collègue ou à cette jeune collègue qui débute dans le métier, membre de la communauté éducative et plus largement, est-ce que la laïcité est un principe qui a de l'avenir? Alors peut-être commencer par vous Marion, très brièvement. Alors donner des conseils, je n'enseigne plus dans le secondaire depuis quelques années, donc je ne me permettrai pas pour les collègues de donner des conseils quand ils enseignent. En revanche, répondre à la question, oui, la laïcité a évidemment un avenir dans ses différentes dimensions, un avenir parce que, et qui ne soit pas celui de la guerre civile, ce qui est quand même mieux, un avenir effectivement à condition de le saisir dans ce qu'il a, encore une fois, de dynamique et d'ouvert et de potentiellement inclusif, et non pas comme une espèce de dogme figé ou une incarnation d'une république sépia qui n'a jamais existé et qui, de toute façon, serait incapable d'exister au début du XXIe siècle. Nicolas Cadenne, même question. Très modestement, sans vouloir effectivement donner particulièrement de conseils, rappeler qu'effectivement, il y a pas mal d'outils à disposition, même s'ils ne sont pas toujours connus, qu'on a tous besoin de plus les diffuser, mais s'outiller un maximum sur ces questions, solliciter si nécessaire les équipes académiques ou l'Observatoire de la laïcité, par exemple. Toujours, de manière générale, je pense adopter une posture objective, neutre, ne pas entrer dans un quelconque débat théologique, ne pas non plus faire du catéchisme républicain, parce que ça ne fonctionne pas, mais toujours rester aussi sur le savoir et bien sûr, toujours encourager le débat entre élèves avec les enseignants, mais en se fondant bien sûr sur la raison. Et puis évidemment que la laïcité est un principe qui a de l'avenir. Évidemment, c'est un principe intemporel, car il s'adapte en tout cas tel qu'il est conçu en France, il s'adapte à toute évolution du paysage religieux, convictionnel d'un pays. Et c'est aussi un principe universel parce qu'il peut s'appliquer dans des situations multiples. Et d'ailleurs, c'est un principe qui est repris dans de nombreux pays. Nous, on est beaucoup sollicités pour voilà, expliquer notre principe de laïcité, pour mieux gérer des sociétés qui connaissent une grande pluralité et une grande diversité convictionnelle. Et donc, il est déjà repris, alors parfois de façon très distincte, très différente, faut bien être honnête. Il y a d'autres laïcités qui n'ont pas grand-chose à voir avec la nôtre, mais aussi parfois de façon très proche. Le Mexique ou l'Albanie sont des pays qui ont une laïcité très proche de la nôtre. Le premier pays qui a un paysage religieux majoritairement catholique, le second majoritairement musulman. Il y a d'autres pays qui adoptent ce principe, même si leur pratique peut être différente en raison d'une sécularisation qui est bien moindre qu'en France. En tous les cas, c'est un principe qui inspire beaucoup pour justement mieux gérer cette diversité. Donc oui, c'est un projet d'avenir, un principe d'avenir dans une société qui, de fait, est de plus en plus diverse, à condition, bien entendu, d'en rester à ce principe d'équilibre, à cet équilibre qui est marqué dans la loi de 1905, même si on peut l'amender sur des aspects techniques, mais il faut respecter cet équilibre qui est en gros le respect des libertés individuelles, toujours, mais dans le respect du cadre collectif. C'est très important de rester sur de l'objectif. Merci. Merci Yanis Roder. Alors à vous, puisque vous en avez des jeunes collègues, vous nous l'avez dit, vous êtes même le doyen. Alors, que lui diriez-vous à ce jeune collègue qui débute dans le... Vous avez posé la question de savoir si la laïcité avait un avenir. Vous savez, en tant que prof républicain engagé à gauche, qui par son histoire personnelle doit énormément à l'école publique, j'espère bien que la laïcité a un avenir. Parce que voilà, j'espère que les jeunes collègues qui rentrent dans le métier, d'abord auront une vraie réflexion sur leur mission, sur ce que c'est qu'être fonctionnaire de la République, ce que ça implique, mais aussi, je pense qu'ils doivent se faire confiance. Voilà. Ils doivent se faire confiance, croire en ce qu'ils font, en ce qu'ils sont et en ce qu'ils font, et avoir confiance aussi dans leurs élèves.
parce que avec leurs enseignements, ils vont éveiller la conscience des élèves et faire vivre l'intelligence de ces élèves. Et il se passe énormément de choses dans les classes qui par des petits moments, par des petits gestes, des petits regards, eh bien, vous contentent. Vous savez bien qu'on n'a pas beaucoup j'allais dire, de récompenses dans notre métier. Voilà, pas beaucoup de félicitations non plus. Mais les plus belles, ce sont celles qui viennent de nos élèves. Et voilà, je crois qu'il faut faire confiance. Il faut se faire confiance et avoir confiance en nos élèves. Merci Yanis. Jean-Paul, le Ah mot ben, de la fin. avec beaucoup de modestie, le conseil qu'on peut donner à un jeune collègue, c'est de ne pas rester seul, c'est-à-dire de s'inscrire dans un collectif professionnel, dans l'école ou dans son établissement. Quand on débute, il n'est pas anormal de rencontrer des difficultés. Il n'est pas anormal de ne pas avoir de réponse à un problème, d'être déstabilisé par une question ou une provocation. Il faut savoir, et ça les enseignants nous l'ont dit dans l'enquête de 2018, il faut parfois savoir, et je reprends leur expression, laisser refroidir une difficulté. C'est-à-dire y répondre, bien sûr, on répond toujours, mais parfois, après avoir pris le temps d'échanger avec des collègues ou demander conseil à son chef d'établissement ou son inspecteur. Alors, est-ce que la laïcité a un avenir? Oui, bien sûr. Si après avoir contribué à forger l'unité de notre pays, la laïcité permet à notre République de faire vivre paisiblement la diversité culturelle qui est à l'œuvre dans notre France d'aujourd'hui. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la laïcité puisse être le levier d'une émancipation des citoyens au sein d'une société euh, que sa diversité croissante écartèle. Hein. On voit bien entre une tentation d'uniformisation caporaliste de la société et puis de l'autre côté une dangereuse paresse multiculturaliste. Vivre à l'avenir dans une république laïque, eh bien, ça va nécessiter que les citoyens apprennent à vivre dans une société qui se transforme et qui s'enrichit de ses différences. Vous savez, les différences, d'ailleurs, c'est pas nouveau. Fernand Braudel, l'historien qu'on vénère tous, nous a dit la France, ce sont des Frances différentes qui ont été cousues ensemble. Et pour être cousues ensemble, ça suppose dans le même temps que les religions, anciennes ou nouvelles d'ailleurs, sur notre territoire, acceptent toute cette pluralité et cette séparation du religieux et du politique qui régit notre vie publique. Une minute juste pour vous remercier toutes et toutes, véritablement, que ce soit les participants, vous étiez très nombreux puisque on était plus de 200 pour ce webinaire, donc merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais quelques éléments de réponse dans le livre effectivement de Nicolas Cadenne, qui revient par exemple sur le Concordat ou ce genre de choses. Moi, je vous conseille aussi cette anthologie des textes de Jaurès que Marion Fontaine a réalisée parce que c'est une très bonne introduction pour connaître Jaurès. Beaucoup d'enseignants et de gens qui travaillent dans l'éducation se sont rendus compte que Jaurès parlait d'éducation et c'est une excellente introduction à la pensée de Jaurès. Je signale aussi un des livres de Yanis Roder qui revient sur son expérience et sur la nécessité d'apprendre la République de façon extrêmement intéressante. Jean-Paul Delahaye vous a parlé aussi de toutes les ressources que la Ligue de l'enseignement propose. Donc voilà, je suis également très heureux de voir que certains de vos demandes, vos préconisations sont des revendications aussi que nous portons dans nos mandats de l'UNSA Éducation, que ce soit sur la formation initiale et continue, sur le fait aussi d'aborder ces éléments-là, sur le fait de favoriser la coéducation et l'importance des parents. Il y avait beaucoup de questions sur les parents et cette implication. Donc, merci à vous, ça nous nourrit, ça nous aide et on sera amené à peut-être vous continuer de travailler avec vous. Yanis a parlé de la Fondation Jaurès et c'est vrai que on essaye aussi de travailler dans ce cadre-là et Marion également et puis Karine aussi. Enfin bon, voilà, c'est un même milieu, si vous voulez, un écosystème pour faire aussi vivre la laïcité et essayer de faire en sorte que ça soit quelque chose d'enseigné et de présent dans le monde scolaire. Je laisse le mot de la fin à Karine et puis moi je vous remercie vraiment beaucoup, Jean-Paul Delahaye, Marion Fontaine, Yanis Roder, Nicolas Cadenne pour votre disponibilité. C'est une semaine bien chargée quand on parle de laïcité
Et juste préciser avant que Karine ait le mot de la fin, vous dire que ce webinaire sera aussi disponible en podcast pour l'ensemble, enfin voilà, complètement en public, puisque ici on était plus dans les militants, les adhérents de l'INSA Éducation. Karine, c'est à toi pour conclure. Ah, merci Benoît, mais tu as tout dit. Voilà, ce webinaire sera rediffusé donc sur la chaîne YouTube UNSA Éducation. Merci, un grand merci à nos 4 invités. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont pris autant de plaisir que j'en ai eu à vous écouter lors de ces échanges. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour faire vivre ensemble la laïcité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.